Aujourd'hui, je participe à une dégustation organisée par Martial du Nez de Saint-Pierre avec un groupe d'amis qu'ils ont appelé la cabote, les cabotins. Ils ne sont pas tous au complet. Aujourd'hui, il n'y en a que trois. Je suis la pièce rapportée, le quatrième, qui ne connaît pas les deux autres. Chacun apporte trois bouteilles et on déguste tout à l'aveugle. Il n'y a pas de thème, donc chacun choisit dans sa cave des bouteilles qu'il souhaite partager et on va déguster, je pense, dans le désordre, aléatoire, les bouteilles. Pour ma part, j'ai des chaussettes numéro 5, 6, 7. Je ne sais pas si c'est cet ordre-là qui va être sur les bouteilles que nous allons déguster. Donc vous allez dire quand même 12 bouteilles pour 4, c'est énorme. Il est exclu bien évidemment qu'on boive les bouteilles. On est là pour les déguster. Ensuite, nous passerons à table. Martial a prévu un dîner, c'est lui qui cuisine. Et nous allons continuer à déguster les vins au fur et à mesure du repas. Et à la fin, bien entendu, il va rester, j'imagine, les deux tiers ou les trois quarts en volume de ces vins-là. Chacun repart avec les bouteilles qu'il a envie, qu'il a bien aimées. On va s'entendre et euh, euh, peut-être que des cabotins vont repartir avec mes bouteilles. Moi, je vais repartir avec des bouteilles de cabotins. Et puis, je les dégusterai tranquillement. Et puis, j'espère revenir et vous rendre compte. Alors, les trois bouteilles que j'ai choisies, il y en a une qui est déjà entamée, qui est celle des 18 ans de mon fils, qui figure dans une autre vidéo, que je ne dégusterai pas ici. Je vais déguster devant vous les deux autres bouteilles que j'ai choisies. Il y a un Rioja qui s'appelle Pancrudo de Gómez Cruzado 2021 et un vin que j'ai déjà dégusté il y a de nombreuses années, y compris sur ce canal, qui est Ausas Interpretación 2016, dans le premier millésime de cette cuvée. Bien, on va commencer très simplement. Donc déjà, je vais vous présenter les vins. Donc Gómez Cruzado, c'est un domaine qui est établi à Haro, qui est à côté des domaines euh, historiques comme la Rioja Alta, comme López de Heredia qui fait Andonia. Il est à deux pas de ces grandes signatures, mais c'est un domaine jeune. De ce que j'ai vu, cette cuvée-là, première millésime, date de 2013. Là, nous sommes sur un 2021. C'est une cuvée de Rioja qui est 100% Grenache, donc pas du tout de Tempranillo. Donc c'est intéressant de goûter un pur Grenache sur le terroir de la Rioja. Euh, le terroir n'est pas à Haro. Le terroir se trouve au sud, sur une altitude de 650 mètres, tout près d'un parc naturel. Et donc c'est un terroir assez particulier sur lequel le Grenache, en tout cas, se développe très bien. Le deuxième vin, c'est donc Ausas Interpretación. Ausas, c'est le nom de l'œnologue. Xavier Ausas est l'ancien maître de chez œnologue de Vega Sicilia, mais pas que le domaine Vega Sicilia, mais toute l'entreprise autour de Vega Sicilia qui comporte d'autres cuvées, que ce soit à Lyon, que ce soit d'ailleurs Macan qui est fait avec Benjamin de Rothschild. Donc cela fait quand même une grande responsabilité qu'il a eue pendant 25 ans auprès de la famille Alvarez, qui est propriétaire depuis 1982 du Vega Sicilia. Et en 2016-2015, il a décidé de voler de ses propres ailes et plutôt que de prendre une retraite bien méritée, a fondé son domaine euh, qu'il a appelé Interpretation, qu'il a appelé Ausas, et il a une seule cuvée qui est là aussi monocépage, 100% Tempranillo ou 100% Tinto Fino parce qu'on est sur un terroir de Ribera del Duero comme le sont les vins de Vega Sicilia. Donc voilà. Alors deux néodomaines, puisque Pancrudo premier millésime 2013, Ausas Interpretation premier millésime 2016, deux monocépages sur le centre de l'Espagne, dans des terroirs historiques, avec peut-être une façon de faire qui est plus nouvelle, qui apporte des éclairages nouveaux sur la manière de construire des cuvées
de mettre au point des cuvées à partir de raisins évidemment super bien sélectionnés. Donc nous avons là deux exemples. Je vais commencer par le Aussas, le vin le plus vieux, parce que je crains que le 2021 soit trop puissant et que derrière le 2016 apparaisse comme étant un peu en retrait. Donc j'ai envie de commencer par la Aussas, c'est comme ça. Lorsque je l'avais dégusté il y a, je ne sais pas, 3 ans peut-être, 3 ou 4 ans, pour la première fois, j'avais été extrêmement et très agréablement surpris par la qualité de ce vin pour un premier millésime. J'ai regoûté du 2018, du 2019. Je crois que j'ai en cave quasiment tous les millésimes que cet œnologue a produit. Et à chaque fois que j'ouvre une bouteille, que ce soit avec des amis ou que je l'ouvre parce qu'il m'arrive aussi de la faire découvrir à d'autres, donc je l'amène dans mes valises, c'est toujours une grande et belle surprise. Donc ce qui est intéressant aussi de voir, c'est comment ce 2016 a évolué avec les années. Donc sans plus tarder, je vais commencer à déguster. Alors le vin, de ce que je vois, titre à 15 degrés, sur une année qui est une année réputée assez chaude. Donc on va commencer par la couleur, qui est une couleur assez soutenue, qui est assez sombre, qui est assez extraite et qui est limpide, qui est une belle couleur. Le nez est assez beau, c'est un nez de cassis, plutôt fruit noir. Quand même un peu de framboise, mais surtout cassis. Un nez expressif et encore très jeune. Et peut-être pas si exubérant que ça. Alors je viens d'ouvrir les bouteilles parce que je les prépare 2 heures avant de nous lancer dans la dégustation. Et bien entendu, comme on va déguster les bouteilles sur plusieurs heures, entre la première gorgée, celle-ci, et puis l'ultime gorgée, il y aura sans doute des variations. Donc on va voir. Alors là, on est sur un fruit très dense, très dense, assez mûr. Je commence à comprendre d'où viennent les 15 degrés. Il y a une très belle concentration, une puissance assez fine. Donc c'est une puissance qui n'est pas ultra dominante, mais le vin passe en bouche de manière assez affirmée, avec beaucoup de caractère, et puis une belle, une belle acidité fruitée qui n'est pas prépondérante et des tanins encore très présents. Alors c'est un vin qui me paraît encore jeune, c'est assez incroyable. Il a 8 ans passés et il a encore le souffle de la jeunesse. C'est un vin qui a beaucoup de caractère, beaucoup de puissance, mais une puissance assez douce, assez fine. Et c'est une très belle matière avec une très belle longueur en bouche, un élevage qui est où on sent à peine, ce vin passe par le bois, ça je le sais, mais on sent à peine l'élevage en bois, même s'il y a une patine sur ce vin qui peut faire rappeler le passage en fût. C'est un très beau vin que je trouve encore plus puissant que quand je l'ai dégusté la première fois, en tout cas dans mon souvenir. Ça remonte à 3-4 ans. Ce serait intéressant d'ailleurs d'aller revisiter mes impressions en vidéo sur ce 2016 de Interpretación. Alors, on est sur des marqueurs du cépage. C'est sûr que ce n'est pas de la grenache. On est sur quelque chose qui va sur la cerise, presque un peu café, la groseille, le cassis, avec cette acidité typique qui accompagne les vins de cette région, que ce soit Rioja ou Ribera del Duero, mais avec Ribera del Duero peut-être un peu plus de puissance,
et en Rioja parfois un tout petit peu plus de finesse, si on veut comparer, quoique c'est très, c'est c'est- euh, c'est dans les grandes largeurs. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une puissance contenue dans ce vin et surtout une lave de fruits qui est qui vous emmène, ça me rappelle certains vins de Toro, Numancia par exemple, qui d'ailleurs est, est un des vins de Tempo Vega Sicilia. Donc les Numancia que j'ai dû déguster ont été, sur les années que j'ai dégusté, ont dû être réalisés par le même œnologue. Donc on retrouve quand même une pâte. Ce vin me rappelle plus des vins de Toro que des vins de Ribera del Duero et encore moins des vins de Rioja. Mais bon, à l'aveugle, j'aurais dit Toro, mais là, c'est effectivement Ribera del Duero. Donc, superbe vin. Je vais revenir là-dessus après avoir dégusté le Rioja pour voir euh, comment ça s'articule dans l'autre sens. Et sans plus tarder, donc je passe au Pangrudo de Gómez Cruzado 2021 en Rioja, donc 100% Grenache. Alors j'ai dit la Grenache tout à l'heure, je pense que c'est le Grenache. Euh, comme on peut dire la Syrah, il y en a qui disent le Syrah. Bon, je ne sais pas s'il faut lancer un débat sur, sur le masculin, féminin dans les cépages, c'est peut-être pas un bon sujet. Bien, alors là, on est sur une couleur, effectivement, comparée au, euh, au Ribera del Duero, on est sur une couleur plutôt quand même assez soutenue pour un Rioja, mais une couleur quand même plus translucide, plus claire. Je ne dirais pas que c'est du pinot noir, mais on voit plus les marqueurs du cépage Grenache. Bien, ben, allons-y. Alors là, déjà, on est plus floral, les marqueurs sont plus floraux, on est plus sur des fruits rouges. Il y a moins ce côté que je trouvais fruits noirs presque confiturés dans le Ribera del Duero. On est sur des teintes un peu plus claires en, au nez, si je puis dire. Alors là, on est plus dans les fruits rouges du chaudron, avec cette belle acidité que peut apporter, ce côté acidulé que peut apporter une fraise ou une framboise, plutôt une fraise. On est plus presque sur une confiture de fraises. C'est très savoureux, c'est très gourmand par rapport à une interprétation qui est plus, peut-être plus structurée, peut-être la matière est plus puissante. Là, on a une belle matière, elle est présente, elle a même une grande présence, mais c'est plus rond, il y a moins de tanins, c'est plus facile à déguster. Euh, L'interprétation demande un peu plus d'effort. Finalement, peut-être que l'ordre idéal aurait été d'inverser les deux. Je ne sais pas. Mais bon, il va goûter. Plus de rondeur, plus ce côté acidulé. Il y a des tanins, mais ils sont plus discrets. Il y a une belle longueur en bouche. Et il y a une gourmandise dans ce vin, probablement par ce côté acidulé qui contraste avec un côté fruité, très peu d'élevage. Là, c'est une cuvée qui se fait à 9000 bouteilles. Je pense qu'elle doit passer dans le bois, mais en fait, je n'en sais pas grand-chose. En tout cas, moi, je ne sens pas l'élevage du tout. Je le sens davantage dans l'autre vin. Et là, voilà, il y a une vraie, il y a un plaisir gourmand qui est plus immédiat que l'interprétation. L'interprétation, c'est plus un vin euh, qui appelle la nourriture, un plat de viande cuit longtemps avec une sauce réduite. Là, c'est un vin qui est plus facile à accommoder, même avec de la charcuterie, il serait parfait. Enfin, même, c'est très bien la charcuterie. C'est pas du tout péjoratif. Une bonne charcuterie, même un jambon persillé bourguignon, que je suis en Bourgogne là, en ce moment, euh, ça peut aller très bien avec du saucisson, mais aussi un,
un plat, une viande grillée, on est plus sur quelque chose d'immédiat, alors que sur le premier que je vais regoûter, c'est plus crémeux, c'est nettement plus crémeux, il y a même de l'onctuosité, je dirais pas qu'il y a du gras, mais pas loin, et il y a tout ce côté de fruits noirs, euh, euh, presque de la mélasse de fruits noirs, euh, deux vins aussi différents l'un que l'autre, alors qu'ils sont peut-être à quelques, peut-être 100 km l'un de l'autre. Je ne saurais pas dire, il faudrait que je regarde sur une carte. Ils ne sont pas si éloignés que ça, sur des terroirs qui peuvent accueillir aussi bien l'un ou l'autre des cépages, mais en tout cas, c'est une superbe confrontation. Il n'y a pas de match. Là, en l'occurrence, je ne vais pas vous dire ce que je préfère. Ça dépend des circonstances, ça dépend avec qui je le bois. Mais en tout état de cause, ça augure d'une très belle dégustation à venir. Voilà. Je vous dis santé et à bientôt.